C'est la suite de notre entretien. Bienvenue à toi et bon visionnage. Une des souffrances des surdoués, c'est de se sentir constamment obscène, dans un sens qui est aussi du coup sexuel. La différence entre un typique et un surdoué, c'est pas que le surdoué est plus pulsionnel, la différence c'est que le caractère pulsionnel va se voir chez le surdoué. Alors que dans la communion typique, ça va être un investissement pulsionnel constant, mais du coup de faible intensité, sauf dans certains espaces particuliers. La sexualité en fait partie, le stade de foot, etc. La fête, l'endroit où il peut y avoir une décharge pulsionnelle très forte, et c'est pas grave, c'est normal. Sinon, partout ailleurs, les individus vont s'emmerder, donc en apparence, leur libido n'est pas là. En fait, si. Ok. J'ai des questions un petit peu légères, puisque voilà, il en faut bien certaines. Il y a deux questions que je me pose en une, je vais les faire les deux en même temps. Il y a ce mot érotisé que je n'ai trouvé vraiment de façon régulière que dans ton discours à toi. Donc un mot qui revêt une importance particulière pour toi, j'imagine. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler? Et tu dis souvent aussi de mettre des guillemets autour des mots surdoué et douance. Et ma petite question bonus, c'est est-ce qu'il y a un mot pour toi qui ne mérite pas de guillemets? Bon, tu as bien conscience du fait que s'il fallait répondre de manière exhaustive, ne serait-ce qu'à la dernière des questions que tu m'as posées, on serait mort de vieillesse ici là, quoi. C'est juste le statut du langage, de la parole et de la philosophie que tu es en train de que tu es en train de soulever là sur. Alors, je vais commencer par la première. Érotisé, mais qui peut nous emmener assez loin aussi, hein. Disons, ouais, ça peut nous emmener assez loin parce que en fait, le travail sur lequel on est en cours. Et tiens, d'ailleurs, c'est chouette parce que du coup, ça va permettre de donner un avant-goût du bouquin qu'on est en train d'écrire. Justement, ça rejoint la question de quelle est la place de la sexualité là-dedans, qui est une question assez incontournable parce que même si on est en désaccord avec une certaine lecture de Freud, en tout cas un certain Freud, selon lequel la pulsion sexuelle serait la pulsion fondamentale et tout le reste serait au fond une sublimation de la pulsion sexuelle. Bon. Malgré tout, il est difficile d'échapper au caractère assez central de ce qui s'organise autour de la sexualité. C'est pas une parole de psychanalyste, hein. C'est pour donner juste un argument là-dessus. Depuis que l'humanité s'est mise en réseau, qu'on a inventé Internet, la majorité, mais absolue, hein, enfin, je sais plus exactement quel est le chiffre, mais la sexualité explicite, même la pornographie, hein, je parle même pas de ce qui est indirectement sexuel, je parle vraiment de ce qui est vidéo ou photo de corps dénudés à vocation sexuelle et vidéo ou photo d'actes sexuels. Les recherches dans Google, XXX, nude, etc. Je sais plus quelle est la proportion, mais en tout cas, c'est au-dessus de 50% du total de l'information qui circule sur le web. Quand même assez éloquent, hein. Et en plus, on ne parle là que de la sexualité, de ce qui est directement sexuel.
parce que faut pas oublier quand même que tout ce qui s'échange sur les sites de rencontres, et puis qu'une bonne partie de la pub, par exemple, est d'une manière ou d'une autre, quand même à très forte connotation sexuelle. Enfin, c'est belle lurette que les publicitaires ont compris que si on montrait des objets érotiques dans une pub, ou si on allait chercher du terrain de ce qui va permettre à l'individu de se sentir plus désirable, c'était vendeur. Bon, donc il faudrait rajouter même donc toutes les pubs de bagnoles, toutes les pubs de fringues, toutes les pubs de yaourt, dans lesquelles évidemment la sexualité joue un rôle central. Il faudrait ajouter aussi le fait que aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un film de fiction dans lequel il n'y a pas la nécessité d'une intrigue sexuelle et même de scènes sexuelles, même et surtout quand il ne s'agit pas du tout qu'il s'agit d'un propos politique ou d'un propos. Enfin, c'est rare que. Donc si on devait quantifier le sexe dans l'échange d'informations et dans ce qui s'échange, et le web, c'est quand même finalement un assez bon laboratoire pour ça, on aurait une proportion hallucinante. Bon. Donc Freud ou pas Freud, disons que ceux qui ont pu en tout cas critiquer les hypothèses de Freud en disant c'est vraiment un obsédé, il voit du sexe partout, bon, ça n'est même plus très intéressant d'argumenter tellement c'est évident que là-dessus au moins il a vu juste. Après la question c'est est-ce qu'il a vu juste dans la manière dont il l'a théorisé? Est-ce que par exemple j'emploie le mot érotisation parce que je considérerais en accord avec une bonne partie de la tradition philosophique, que finalement tout désir pour quelque objet que ce soit, y compris le désir d'abstraction, y compris ce que j'appelais tout à l'heure la masturbation intellectuelle, ce serait donc en fait un détournement d'une pulsion sexuelle, une sublimation dans voilà, autour des idées, autour de. Et posé comme ça, je pense que c'est erroné. Enfin, les hypothèses sur lesquelles on est en train de travailler. Et ce qui nous a amené à ça, c'est le tout petit fil qui a l'air de rien, mais qui nous ramène tout à fait à la question de la douance, qui est la manière d'abord dont nous ont hérissé chacun dans nos histoires respectives, puis ensuite la façon dont on a théorisé, la stigmatisation dont on avait été l'objet autour du fait qu'on serait immature parce qu'on aurait des envies de fusion ou des envies d'infini. Ce fameux surdoué qui est incapable de poser de la limite, qui du coup, d'ailleurs, ce qu'on est en train de mettre en scène, hein. C'est-à-dire que tu m'avais demandé si on pouvait faire une interview. J'imagine que tu devais t'imaginer que ce serait torché en 3/4 d'heure, 1 heure. Dans la discussion qu'on a eue, je t'ai dit mais est-ce qu'on aura le temps? Parce que sinon ça me fait chier. Toi t'as sauté dessus en disant mais ouais bien sûr on aura le temps. Et puis on s'était dit 2 heures et puis on voit bien que ça va pas durer 2 heures parce qu'en fait on a envie. Et voilà. Et puis à chaque fois que tu me poses une question, je réponds à côté. Enfin, à la fois je réponds à la question, puis en même temps ça suscite plein de trucs. Enfin voilà. Donc décidément, quelle catastrophe, c'est surdoué, incapable de poser des limites, incapable de ne pas partir dans 15 directions à la fois, et puis aussi dans la relation finalement, évidemment, toujours à rechercher chez l'autre, à partager de l'émotion, à rechercher de l'intime. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est là que, comme c'est vécu en plus souvent sous la forme d'une souffrance, parce que le surdoué qui fait ça, il a quand même très souvent l'impression qu'il cherche quelque chose de vain, puisque la plupart du temps ses interlocuteurs ne le lui permettent pas, voire lui font comprendre que c'est à cet endroit-là qu'il est indésirable. Donc il le porte comme une honte, il le vit très mal. Et
Et bon nombre de surdoués vont consulter parce qu'ils espèrent qu'on va leur apprendre justement à entrer enfin dans la gestion, à enfin mettre de la limite et à cadrer les relations, les goûts, les intérêts. Et c'est complètement mortifère parce qu'en plus ça s'appuie, je pense, sur une théorie fausse. Et là, c'est le cœur de ce qui est, selon nous, pour autant qu'on puisse en juger, un renversement assez important, et peut-être concernant l'ensemble des sciences humaines. C'est que derrière, il y a, dans énormément d'activités des sciences humaines aujourd'hui, et donc bien au-delà de la psychanalyse, dans la psychologie cognitive, dans toutes les écoles de psychologie, mais aussi dans la sociologie, dans une partie de l'anthropologie, en histoire, etc. Et pour le coup, dans la pratique clinique psychiatrique, psychothérapeutique, psychologique, et notamment dans l'accueil des surdoués, il y a un des mythes fondateurs de notre modernité qui est à l'œuvre, et dont je pense qu'en fait c'est important d'apercevoir à quel point c'est un mythe. Il y a cette idée que la société moderne, héritière des Lumières, aurait fait jaillir des individus qui, enfin, ont un comportement à peu près rationnel et en tout cas acceptent la limite, assez sereinement. C'est même l'adulte serait celui qui accepte la limite, qui a compris que ben voilà, fallait pas chercher ni la fusion, ni la toute-puissance, ni des trucs infinis, que il faut se satisfaire de la réalité, et la réalité, c'est de la limite. Voilà. Bon, donc on connaît cette vulgate, et en fait, le fait de se fonder là-dessus, bon, dans la pratique clinique, c'est explicite, mais dans énormément d'approches de l'homme, d'approches théoriques de l'être humain, c'est un postulat implicite qui a beaucoup de conséquences ensuite dans les concepts qui sont mis en place et dans les perspectives théoriques que ça ouvre. Et alors, si on examine d'un peu plus près ce truc-là, il y a déjà une première surprise. Il y a le fait que, à notre connaissance, je dis notre connaissance, c'est-à-dire si on se fie à ce qu'on peut savoir aujourd'hui des sociétés qui nous ont précédés. Et quand même, on sait un certain nombre de trucs. Enfin, on ne sait pas les sociétés qui n'ont pas laissé de traces écrites, notamment préhistoriques. On ne peut que conjecturer, mais on peut par exemple conjecturer à partir de ce qu'on sait des sociétés contemporaines pré-agricoles. Depuis un siècle et demi, on a quand même étudié un certain nombre de tribus pré-agricoles dont les modes de vie, sans doute, sont assez proches des modes de vie d'avant le néolithique dans nos contrées, et dont, du coup, on peut supposer que les systèmes symboliques, les systèmes de croyance nous informent. Alors, même s'il y a des grandes différences d'une société à l'autre, mais en tout cas, il y a une constante qui traverse toutes les sociétés pré-agricoles qu'on a étudiées, mais aussi toutes les sociétés de type polythéiste antique, notamment gréco-romain, dont on a des traces, mais aussi toutes les sociétés qui s'organisent autour d'une religion monothéiste, évidemment les sociétés judéo-chrétiennes, mais aussi les croyances hindouistes, les croyances taoïstes, bouddhiques. Bon. C'est que dans toutes ces mises en récit du monde, aussi diverses soient-elles, et elles le sont extrêmement, au point que du coup c'est même pas si simple de dire les monothéismes ou de dire les polythéismes ou même de dire l'animisme. C'est finalement il y a des animismes, c'est même pas sûr que le mot animisme soit juste, mais enfin bon, ces sociétés qui croient à des esprits ou des ancêtres ou des entités multiples en nombre quasi indéterminé et existant un peu partout, bon bref, et qui semblent correspondre plutôt à des espaces sociaux pré-agricoles. De manière flagrante, il y a un point commun très fort, c'est que ces systèmes de croyance proposent aux individus un récit dans lequel tout acte a des résonances infinies.
tout acte. Alors, dans les sociétés qu'on va appeler animistes, c'est même très clair, puisque dans ces sociétés-là, il n'y a pas de séparation entre l'espace profane et l'espace sacré. On pourrait croire que j'ai perdu de vue ta question sur le mot érotisation. Tu vas voir, en fait, je vais finir par y revenir. On est au cœur de qu'est-ce que c'est un être humain, qui est quand même une question vertigineuse. Donc, pas de séparation entre l'espace profane et l'espace sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout acte, mais même aller aux toilettes, faire l'amour, tout acte est conçu comme un acte sacré mettant en jeu des esprits, des présences magiques. L'exemple que je cite souvent, parce qu'il m'a moi-même frappé quand j'avais lu le bouquin de Philippe Descola, un anthropologue, sur son séjour chez les Givaros. C'est cet exemple des deux Givaros en train de boire leur bière de manioc, qui est un moment de détente, c'est vraiment deux potes en train de boire une bière. C'est aussi ça. Sauf que la bière de manioc, c'est un breuvage qui a été fabriqué de manière magique, de manière rituelle, en faisant intervenir certaines formules. Je crois que ce sont les femmes qui la fabriquent, et seulement elles. Les individus qui sont autorisés à entrer en contact avec les esprits pour que la bière de manioc puisse fabriquer. Qu'au moment où les deux potes ils sont en train de s'asseoir côte à côte pour boire leur bière de manioc, ils prononcent certaines formules, toujours les mêmes, qu'ils tiennent un certain récipient, qui est le récipient sacré pour cet acte pourtant très quotidien, qu'ils le tiennent d'une certaine main, pas de l'autre. Bref, tout a une résonance sacrée. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le gars qui taille sa sarbacane. Il n'est pas seulement en train de tailler sa sarbacane. Il est en train de faire quelque chose qui permet d'entrer en résonance avec ce que veulent les esprits. Or, dans les systèmes de croyances animistes, il y a aussi un autre élément, c'est que les lois de la tribu sont un reflet des lois du cosmos. C'est-à-dire qu'il n'y a que des tribus. Il y a la tribu à laquelle j'appartiens, puis il y a la tribu des agoutis, la tribu des jaguars, la tribu des arbres, la tribu des blancs, etc. Il n'y a que des tribus. Il y a des esprits partout. Et il y a une sorte d'harmonie entre les lois de chacune de ces tribus. Et tout ça est un corps unifié et infini de lois dont même le terme loi, c'est pas sûr qu'il soit adapté, mais enfin de sens en tout cas, avec des prescriptions et des manières d'entrer en relation. Il y a des manières d'entrer en relation de tribu à tribu, des manières d'entrer en relation avec les esprits. Par exemple, la chasse, pour un Indien d'Amazonie, c'est un acte interrelationnel entre ma tribu et la tribu de l'animal que je chasse. D'ailleurs, avant d'aller chasser, je vais pratiquer un rituel par lequel je vais demander à l'animal que je vais tuer de venir me donner son corps. C'est un échange de services, parce que le fait que je prenne son corps va permettre à son esprit de vivre, d'être détaché de ce corps et éventuellement de se réincarner, ou enfin de vivre ce qu'il a à vivre. Et en échange, avec ce corps, je vais pouvoir nourrir mon clan. Et pour que l'animal vienne, il faut que j'ai pratiqué les rituels de la bonne manière. Alors on pourrait se dire, mais comment les gars, ils arrivent à interpréter le fait que quand même ils partent chasser, que l'animal apparemment il a envie de se carapater, et que d'ailleurs ils sont devenus très habiles à déjouer les tentatives de fuite de l'animal pour... sinon ils feraient pas des sarbacanes, ils contenteraient d'appeler la bestiole et elle viendrait... Salut, oui, ça, je suis là. L'intérêt de la sarbacane, c'est quand même qu'elle va tirer une fléchette très très vite, et potentiellement plus rapidement que la course de l'animal pour fuir. Et ben, en fait, ils arrivent à en faire le récit, c'est-à-dire qu'ils conçoivent ce moment de chasse, de traque de l'animal, comme une sorte de mise à l'épreuve de la qualité du rituel qui s'est déroulé avant, comme une sorte de parade nuptiale, de jeu dans lequel, si l'animal s'échappe, c'est que le rituel n'avait pas été suffisamment bien accompli, ou que c'était pas son moment. Et si l'animal est capturé, c'est qu'en fait, il s'est laissé prendre d'une manière ou d'une autre. Lui, mais pas simplement lui comme individu. Les esprits ont voulu que... parce que c'est justement jamais une affaire entre deux individus. Ça convoque toutes les tribus. Ce qui veut dire aussi que à chaque moment... parce que, ah oui, ajoutons à ça un élément essentiel. Parce que déjà là, on voit bien que ce que ça met en scène pour l'individu, c'est une continuité entre lui et l'ensemble du monde. Finalement, il n'est jamais seul.
il est constamment en fusion, en train de s'unir dans le moindre de ses actes aux ancêtres, aux esprits, à tout le reste de la tribu et aux autres tribus. Mais pas seulement. En plus de ce sentiment de continuité qui est mis en œuvre sur un plan imaginaire de façon très nette, il y a aussi quelque chose de crucial dans la pensée de la faute, qui est justement pas pensée comme faute. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si un individu ne fait pas ce qu'il faut, n'obéit pas aux prescriptions. Ce qui se passe, c'est qu'il va fâcher les esprits. Et en fâchant les esprits, ce qui va se produire, c'est en général, dans ces espaces sociaux-là, c'est en général pensé comme plutôt une souillure qu'une faute, et comme quelque chose, comme une sorte d'accroc, comme dans ces trames, ces tissus, où il suffit qu'un fil se défasse pour que toute la trame risque de se disloquer. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que si les esprits sont fâchés, ils vont pas se venger contre cet individu-là. Pas du tout. C'est tout l'équilibre qui va être en péril. Et par exemple, l'Indien d'Amazonie qui, malencontreusement, au cours de la chasse, a tué une femelle qui portait un petit, alors que ça fait partie des lois sacrées que, évidemment, on tue pas une femelle enceinte. Donc, qui s'aperçoit que, du coup, il a commis ce manquement. D'abord, il ne pense pas être l'auteur d'une faute. Il pense que pour une raison ou pour une autre, c'est le signe que les esprits étaient déjà fâchés contre lui. Enfin, quelque chose là, de l'ordre du monde, est en train de se défaire à cet endroit et est passé par lui. Mais donc, il ne s'agit pas de le punir. Les esprits ne vont pas le punir lui. C'est que le chaos est en route. Et donc, si le surlendemain ou 2 semaines plus tard, une branche tombe sur la tronche d'un autre membre de la tribu, il y en a un autre qui tombe malade, il est sûr que c'est une manifestation de plus de ce chaos, que cette trame est en train de se défaire. Et donc, les procédures de réparation, même et surtout d'ailleurs quand il faut en passer par éventuellement la mise à mort de l'individu, ne sont pas du tout comprises comme des châtiments, mais comme une manière d'apaiser, comme le tribut à offrir pour que l'harmonie soit restaurée. Ça va jusqu'au fait que, par exemple, dans nombre de procédures d'exécution, quand il y en a dans ces espaces sociaux, il y a des rituels symboliques pour réintégrer l'individu dans la tribu. Par exemple, le chaman qui va le mettre à mort dans certaines tribus va manger un organe de l'individu mis à mort pour symboliquement le réincorporer. Donc c'est pas du tout une exclusion du corps social, au contraire. Et l'harmonie va être rétablie. Ça sont des choses qui ont été assez bien étudiées par les historiens du droit, ce qu'ils appellent les sociétés de pré-droit, etc., avant l'apparition des notions de responsabilité, des notions de faute, etc. Bon. Sauf que, qu'est-ce que ça raconte, en creux? Ça raconte que quand je taille ma sarbacane comme je dois la tailler, quand je chasse l'animal comme je dois le chasser, en fait, je suis pas simplement en train d'assurer mon salut individuel, je suis en train de tenir l'ordre du monde. Ça veut dire qu'à chacun de mes actes, je tiens le monde dans mes mains. Donc, on voit bien l'idée. Non seulement ça me propose une fusion imaginaire avec l'ensemble du cosmos, mais ça me propose aussi une toute-puissance sur ce cosmos, tout aussi imaginaire. Mais je participe bien de quelque chose qui... Ça, c'est très évident dans ces systèmes de croyances. Par-delà la diversité extraordinaire de ces systèmes ensuite. Enfin, il ne s'agit pas du tout de dire que parce qu'ils n'ont pas l'agriculture, ils croient tous à la même chose. C'est très varié, mais enfin, cette structure-là est quand même... Je ne sais pas si le même mot structure, il est sans doute pas bon. Enfin, cet aspect-là, en tout cas, cette modalité-là, cette mise en œuvre de ces fictions fondamentales de continuité et de répercussions infinies de mon action sont très explicitement à l'œuvre partout. Mais si on regarde, c'est vrai aussi des polythéismes antiques. Très clairement. D'ailleurs, il y a encore cette conception de la souillure, cette conception... si Thèbes attrape la peste, c'est parce que Oedipe a tué son père et couché avec sa mère. Et d'ailleurs, Oedipe ne savait même pas que c'était sa mère ou son père, donc la question c'est, il n'est pas fautif. Les dieux ont voulu que... Et du coup, il a ce double caractère d'individu à la fois le plus souillé et le plus saint de toute sa communauté. D'ailleurs, son tombeau deviendra un sanctuaire. Et en même temps, au moment où il fait ça, les dieux sont fâchés et les dieux envoient la peste à Thèbes. Donc c'est
toute la communauté. Ce qui veut dire quand même que quand je tue pas mon père et que je couche pas avec ma mère, enfin, quand j'obéis à la loi, je suis en train d'empêcher que la cité attrape la peste. Enfin, donc c'est pas un petit truc que je fais. Je tiens toute la communauté. Et bien sûr, c'est aussi ça, Sodome et Gomorrhe dont je parlais tout à l'heure. Et par-delà Sodome et Gomorrhe, dans les monothéismes qu'on connaît, bien sûr que l'individu par exemple l'individu qui prie, dans le christianisme, au moment où il prie, il n'est pas simplement en train de prier pour lui, il est en train de recéler l'alliance entre les hommes, les humains, et Dieu, et le Créateur. Et du coup, à chaque fois qu'il agit en chrétien, c'est cela qu'il fait. Bon. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la continuité, même si, bien sûr, ce qui s'est produit, enfin, on va y revenir, mais ce qui s'est produit entre la fin de l'animisme, le polythéisme, le monothéisme, etc., c'est progressivement une séparation de l'espace sacré et de l'espace profane. Progressivement. Donc, en apparence, ces systèmes de croyance seraient quand même progressivement restreint le champ de... C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actes seraient des actes profanes, c'est-à-dire non sacrés. Même un chrétien fervent aujourd'hui, il pense que quand il va pisser, il va pisser. Il n'est pas sous le regard de Dieu, ou alors, enfin, il n'y a pas une manière de pisser qui a été dictée par Dieu. Voilà. Il choisit de s'asseoir ou de pas s'asseoir, et de quelle main il prend le papier toilette s'il le prend. Enfin, voilà, il n'y a pas de prescription transcendante pour ça. Bon, ok, admettons, c'est vrai, et il y a bien une séparation de l'espace profane et de l'espace sacré qui est de plus en plus flagrante dans l'évolution des sociétés, bon, qui est sans doute liée aussi à la fragmentation des sociétés en catégories sociales distinctes, antagoniques, etc. Et le polythéisme est sans doute aussi l'expression de cet antagonisme. Chaque catégorie sociale se créant son dieu. Dans le panthéon grec et romain, les dieux sont aussi les dieux d'un métier. Je veux dire, Héphaïstos, c'est aussi le dieu des forgerons. Et puis, il y a le dieu des marchands, il y a le dieu des médecins, il y a le dieu des voleurs, il y a le dieu... Bon, bref. Et donc, le système de croyance a tendance à éclater, à se fragmenter à mesure que la société se fragmente. Et donc, ça crée aussi un espace pour que surgissent des espaces profanes, précisément. Ok, ça, jusque-là, je suis d'accord avec ça. Mais observons quand même que, en tout cas, dans une partie importante de leurs actes, les systèmes de croyance qui étaient à l'œuvre mettaient en jeu de façon très explicite à la fois cette continuité qui est très présente aussi dans la foi chrétienne. Je veux dire, mine de rien, parce que ça me fait toujours sourire le surdoué qui voudrait écrire des chefs-d'œuvre quand il écrit, qui voudrait vivre des histoires d'amour fabuleuses, qui voudrait, etc., et qui est donc considéré comme immature parce que, voilà, enfin, le psy qu'il reçoit en général, au fond, le message implicite, c'est mais vous croyez que je me fais pas chier moi dans mon couple, enfin, c'est dans mon boulot aussi, là je m'emmerde, accepter, c'est ça la vie, il y a des trucs sympas quand même, enfin, bon. Donc, ce surdoué, par exemple, ce surdoué mégalomaniaque, parce qu'il y a ça aussi, il y a le soupçon d'immaturité, mais il y a aussi le soupçon de mégalomanie, qui croit toujours il faut qu'il fasse un chef-d'œuvre, il faut qu'il comprenne le monde entier, il faut qu'il aille chercher le Graal, justement. Enfin, tu vois, les chevaliers de la table à multiples côtés. Bon. Sauf que quand même, un chrétien, par exemple, même le plus humble des chrétiens, il considère que la foi, c'est la présence en lui de Dieu. C'est même, ça a un nom, c'est l'Esprit Saint. Dieu, il est pur esprit, mais il s'est incarné dans son Fils, et puis il y a une autre émanation de Dieu qui est Dieu en nous, en chacun, par la foi. Et il n'est pas mégalo, lui. Enfin, je veux dire, il a juste en lui, il communie, il a en lui un Dieu infiniment bon, tout-puissant, omniscient. Bon. Et très clairement, quand ça soutient, dans les religions monothéistes, ça soutient l'action de l'individu. C'est-à-dire que cet individu qui agit pieusement dans le moindre de ses actes, qui
qui tient bien sa place de père ou de mère, d'époux, d'épouse, qui fait bien les choses selon les préceptes et qui à chaque fois qu'il va manger prononce la prière qu'il faut et qui ritualise le temps de sa journée, le rythme par des prières, des appels à Dieu, etc. et des actes tels qu'il faut les faire. Il est en train de mettre en scène imaginairement une communion constante avec une dimension infinie. Et de soutenir l'ensemble de sa communauté par le moindre de ses actes. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que finalement, en tirant sur ce fil, ce dont on se rend compte, c'est que ces dimensions imaginaires, finalement, qu'on va appeler de fusion, de continuité avec le monde, et d'une autre forme de continuité qui est la toute-puissance, c'est-à-dire l'idée de la résonance infinie de mon acte, de ses répercussions infinies. Ces idées ont été au cœur de tous les modes de croyance de façon très explicite, comme proposition faite aux individus, à l'ensemble des individus. Ce qui, du coup, nous introduit à deux possibilités seulement pour comprendre notre modernité. Grosso modo, qui sont donc les athées rationalistes d'aujourd'hui, cette fameuse modernité? Soit ce sont les premiers adultes de l'histoire de l'humanité, c'est la seule conclusion possible, c'est les premiers êtres humains qui acceptent sereinement la limite, qui n'ont pas besoin d'une fiction d'éternité et d'infini pour agir, qui n'ont pas du tout besoin de la mettre en œuvre, eux, sereinement, ils acceptent la limite. Et d'ailleurs, ils sont dans la gestion de leur existence. Ce vocabulaire comptable, il est extrêmement intéressant parce que dans de la comptabilité, tu peux pas mettre l'infini. C'est des quantités finies que tu mets. Donc ils réussissent aussi le prodige d'ailleurs de répondre à l'infinité de la conscience de la mort et de la solitude par des quantités finies. Ok, je vais crever. Pour un temps infini, je serai plus là. Tous les gens que j'aime vont crever. Et puis personne ne me comprend. Mais ça va, c'est soutenable parce que dans la colonne actif, je peux mettre que j'ai un chouette smartphone, j'ai eu des beaux diplômes, je sais pas, et miraculeusement, alors que ça n'a jamais suffi jusque-là, désormais ça suffirait. Ça marcherait, ça suffirait. Une quantité finie pourrait contrebalancer une quantité infinie. Voilà, c'est l'acceptation sereine et adulte et mûre de la limite. Ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui nous ramène directement, elle a un nom dans l'histoire de la pensée, c'est le positivisme d'Auguste Comte, qui pensait vraiment qu'effectivement les sociétés tribales qu'on commençait à étudier, c'était la toute petite enfance de l'humanité, c'est-à-dire des demeurés, quoi. Enfin, il croit au Père Noël, enfin, il se raconte des trucs complètement hallucinants, complètement irrationnels, comme un enfant de 3-4 ans, mais il le posait vraiment comme tel. Hein. Que l'arrivée des monothéismes avait été l'arrivée de l'âge de raison, un premier âge de raison, hein, l'enfant de 7, 8, 9 ans qui commence à avoir besoin de logique. Alors, on avait encore besoin de croire en un super Père Noël, Dieu, mais enfin, au moins, ce Père Noël avait une parole logique, voilà. Et puis, évidemment, le vrai âge de raison, le moment où on devient adulte, c'est qu'on n'a même plus besoin de ce super Père Noël. On peut désormais se fier raisonnablement en la science. Et la science est limitée, notre savoir est limité, et c'est pas grave, et voilà, on va accepter la limite. On peut y croire, hein. Au passage, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, à certains égards, ce postulat continue à être, mais de manière aveugle, dominant dans quasiment toutes les sciences humaines, mais de manière aveugle parce que quand même, aucun anthropologue sérieux aujourd'hui ne peut se dire positiviste. Enfin, ce qui fait le consensus quand même aujourd'hui, quand même, dans un discours un peu savant c'est que non seulement les sociétés qui nous ont précédés n'étaient pas moins riches culturellement parlant. J'ai bien dans un discours savant, hein, parce que je sais pas si tu as suivi, mais au moment de la polémique sur l'Algérie, entre l'Algérie et la France, le président algérien, Tebboune, pour répondre à Macron, ce qu'il a dit à un moment, c'est qu'il a dit que c'était très injurieux parce que l'Algérie était une vieille nation qui n'était pas des sous-hommes et des nomades. Ça, fabuleux. Enfin, ça n'a pas trop été relevé, le fait que pour lui, ça va encore de soi que finalement les nomades sont des sous-hommes. Ce qui d'ailleurs, compte tenu de l'histoire du continent africain, ça porte un nom. Hein. C'est en fait l'Afrique subsaharienne, quoi. Les Noirs, c'est quand même des sous-hommes, hein, parce que c'était eux, les peuplades nomades.
Et que, bien sûr, les Arabes ayant eu une brillante civilisation, c'était pas des sous-hommes. Bon, bien sûr. C'est un imaginaire qui est quand même encore très très actif. En faisant ça, je dédouane pas Macron et l'État français de la colonisation et des conneries de leur discours. Hein. J'observe ce qui est encore à l'œuvre là. Mais malgré tout, aujourd'hui chez les anthropologues, ce genre de mots, ça fait bondir n'importe qui, même le plus réac des anthropologues. Enfin, plus personne ne considère que les tribus sont des tribus de primitifs. Bon. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a fini par s'apercevoir qu'ils étaient redoutablement intelligents, tout autant que nous, et que leur culture était tout aussi fine que la nôtre, et qu'ils vivaient pas à l'état de nature, tout aussi complexe, mais aussi parce que à partir des années 50-60, les anthropologues ont commencé à se pencher avec les outils conceptuels dégagés par l'étude des sociétés pré-agricoles, ils ont commencé à se pencher sur nos sociétés, et ils ont vite convenu du fait que finalement toute institution se bâtissait autour de mythes, et que l'irrationalité était et les mêmes fonctionnements irrationnels étaient à l'œuvre dans nos sociétés de façon très courante. Bon. Donc tout le monde en convient à certains égards, et en même temps, malgré tout, c'est un postulat invisible qui continue à conditionner beaucoup de choses dans la compréhension actuelle, dans les débats et même les débats savants sur ce qu'est l'être humain. Et donc si on le prend à rebours, c'est-à-dire si on se dit, bon, il y a là sans doute une fable, et la constance de cette mise en œuvre imaginaire de ces fictions de continuité et de répercussion infinie de l'action dans tous les systèmes de croyance répond sans doute à un besoin universel, et que ce serait un élément nécessaire de la trame narrative par laquelle un individu peut tenir debout face à la conscience, aux consciences qu'il menace de sidération. Si on se dit ça, du coup, d'abord, ça ouvre un questionnement très très différent sur, tiens, comment fonctionne la norme aujourd'hui? Et au fond, notre bouquin, celui qui a été publié, là, le dernier à 3, travaille beaucoup là-dessus, finalement. Qu'est-ce qui, dans le fonctionnement typique, est en fait la mise en œuvre constante de fantasmes de fusion et de toute puissance, sauf que c'est pas aperçu. Mais c'est justement là que on est en train de tirer le fil un peu plus loin. Et c'est là qu'on va retrouver la question de la sexualité et la question du terme érotisation. Parce que finalement, les questions théoriques ouvertes par les hypothèses qu'on a échafaudées au départ c'est là qui est marrant, c'est qu'en fait on a commencé par tirer sur un fil. Enfin, tout part de putain, mais ils nous font chier à trouver qu'on est immature, et en même temps, qu'est-ce qui fait que on a l'impression qu'ils sont fous et qu'eux ils ont l'impression qu'on est fous, et c'est quoi le machin? Et en fait, en tirant sur ce fil progressivement, c'est toute la pelote de ce qu'est un être humain qui est en train de venir. Et donc on découvre au fur et à mesure. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on met du temps à écrire la suite, parce que du coup, les deux questions sur lesquelles on avait clos, enfin pour nous, parce qu'on les a pas écrites comme ça, mais dans mes tentatives d'écriture de l'acte 3 ces dernières années, à chaque fois je commençais par deux questions théoriques un peu fondamentales, ouvertes par les hypothèses qu'on avait laissées, qui étaient à quelles conditions, quelles sont les caractéristiques intrinsèques d'un récit pour qu'il puisse tenir l'individu face à la mort, face à la solitude. Qu'est-ce qu'il doit contenir? Et alors, notamment parmi ces conditions, il y a le fait donc de pouvoir mettre en œuvre ces fictions de continuité et de résonance infinie de l'action, plus que toute puissance, parce que c'est pas la même chose. Pas tout à fait. Toute puissance, c'est trop restreint. Et puis, bon. Mais enfin, en tout cas, de répercussions infinies de l'action. Et puis l'autre question, c'était, donc ça c'est, quelles doivent être les caractéristiques du récit, parce que tous les récits nous permettent pas de tenir quand même face aux questions existentielles. Il suffit pas de n'importe quel récit. Donc, qu'est-ce qu'il doit contenir comme récit? Qu'est-ce qu'il doit permettre de faire pour que ça nous tienne debout? Donc, à quelles conditions le récit peut tenir l'individu?
Et l'autre question, c'est son renversement, quelles sont les conditions pour que le récit tienne pour l'individu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me permettre d'y croire à ce récit-là? Parce que, ok, il peut avoir toutes les caractéristiques qu'il faut pour me tenir face à mes angoisses, et pourtant, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y adhérer, et donc, il s'effiloche. Justement, les récits collectifs, ils ont les bonnes caractéristiques, mais si nos hypothèses sont justes, les surdoués, ils n'arrivent pas complètement à y croire. Ils arrivent un peu à y croire, mais pas complètement. Ça les tient pas suffisamment. Donc, qu'est-ce qui permet à un récit de tenir pour les individus? Et autant la première question nous emmenait dans tout l'acte 1 et 2 de ce qu'on a écrit sur plutôt des interrogations qui allaient chercher du côté de qu'est-ce qu'un récit, comment fonctionne un récit, etc. Et donc plutôt finalement du côté de la narration et du roman, et de la structure de la narration. Autant cette deuxième interrogation nous ramène plutôt à la poésie, c'est-à-dire quels sont les points de pivot. Alors il y a un héritage là qui est aussi un héritage notamment de Lacan, de ce que Lacan appelait les points de Capiton, mais on le prend pas exactement non plus comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui les points de Capiton, c'est une assez jolie métaphore. Tu sais, ces fauteuils qui sont en relief où il y a un tissu Oui, je vois bien. c'est capitonné, donc il y a une couche de choses assez molles entre une structure en bois et le tissu final, le cuir par exemple, qui va recouvrir. Et puis il y a des clous qui viennent à certains intervalles attacher ce tissu à la structure pour tenir. Bon. Et donc voilà, quels sont les ancrages qui vont faire que ce récit s'inscrit en nous, qu'on y croit, malgré ses incohérences, malgré ses fragilités, malgré ce qui renvoie aussi à la question que tu posais finalement. Est-ce qu'il y a des points de rigidité et qu'est-ce qui fait les points de rigidité? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils sont rigides et que du coup on continue à y croire, même si une voix en nous dit oh, c'est un peu bidon, ouais, mais tant pis, j'y crois. Pour donner un exemple, même de à quel point même c'est pas une affaire de rationalité chez personne. Il y a cette anecdote, celle-là aussi j'aime bien la raconter parce que elle a construit des choses dans ma réflexion. Quand j'étais prof, une fois en terminale, j'avais un élève qui était sénégalais et qui me dit à un moment donné, moi de toute façon j'aime pas les Maliens. Sincère, hein, sérieux. Non, bon, un peu goguenard quand même parce que mais enfin non, mais moi j'aime pas les Maliens. Alors, je me marre. Je dis mais enfin, t'as conscience du fait que même si oui, en effet, historiquement il y a quelques siècles on peut trouver trace d'un empire malien, mais qui avait une géographie totalement différente de celle d'aujourd'hui. Tu as conscience quand même que ce que tu appelles aujourd'hui malien et sénégalais, en fait, ce sont deux entités extrêmement récentes qui ont en plus même pas été décidées par les populations elles-mêmes, mais tracées à coup de crayon sur une carte par les colonisateurs, qui se sont partagés les ressources minières et les ressources naturelles, en divisant les ethnies comme les troupeaux de buffles, c'est en s'en foutant complètement de où passait la frontière. Et que comme les mouvements indépendantistes se sont construits à partir de ces entités nouvellement émergées depuis quelques décennies, les nations qui en ont surgi ont repris à leur compte une identité qui a été imposée du dehors par la force. T'en as conscience que du coup, en fait, ça veut rien dire. Que quitte à vraiment remonter à quelque chose d'un peu plus ancestral, t'appartiens à une ethnie éventuellement, tout autant une fiction d'ailleurs, mais enfin une fiction qui tient un peu plus quand même que malien sénégalais, quoi. Il s'est marré, hein. Il savait tout ça. Il dit, mais oui, je sais, bien sûr, oui, je sais. Mais quand même, j'aime pas les Maliens. Bon. Qu'est-ce qui se passe à l'endroit où il dit, mais quand même, j'aime pas les Maliens? Parce qu'en plus, c'est vrai, hein, j'ai continué à pas les aimer, les Maliens. Or, alors, on pourrait se dire, justement, il y aurait une première lecture, mais fausse, c'est intéressant.
au fond, justement, très européano-centriste, très, au fond, une première lecture. Oui, mais si on se souvient bien d'Auguste Comte, en fait, ok, il a beau être dans l'école de la République, en fait, il a quand même encore un pied dans la société des demeurés, quoi. Enfin, donc, en fait, il n'est pas tout à fait civilisé. D'ailleurs, il est noir, enfin, non, mais inconscient. c'est, évidemment, personne n'oserait dire ça comme ça. Je crois que même Zemmour le dirait pas comme ça. Mais faut pas croire que imaginairement, c'est pas aussi comme ça que ça se. Bon. Donc, plein de signes montrent que, bah voilà, quand même pas tout à fait comme nous. Donc, ouais, sa pensée est encore un peu frustrée. Il aime pas les Maliens, enfin, franchement. Bon. Ok, alors ça peut être un peu plus finement développé, même par quelqu'un qui se pense vraiment profondément antiraciste. C'est juste que, oui, il est encore, bien sûr, il vient à l'école, il a les cours d'histoire, mais il est encore très influencé par ses parents qui, eux, peut-être sont illettrés ou n'ont pas vraiment une connaissance de l'histoire. Et du coup, bon. Alors, ce qui est marrant de ces explications, c'est qu'à la fois, elle est à la fois vraie et fausse. C'est-à-dire que elle est vraie en ce que, bien sûr, oui, quelque chose s'ancre sans doute dans les parents. Oui, bien sûr. Mais fausse, si on croit que le truc là, c'est le problème de l'illettrisme des parents et qu'ils n'auraient pas eu les outils et que désormais, maintenant, le temps de la rationalité et de la culturation va permettre de dissoudre mécaniquement le truc. Parce qu'en fait, ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement qui traverse tous les individus, quel que soit leur degré de culture. Nous, les Sénégalais ou nous, les Maliens, c'est une fiction un peu absurde. Mais je rappelle quand même que même les chercheurs aujourd'hui, une partie des chercheurs, c'est nous, les chercheurs de Paris-Saclay. On est les chercheurs de Paris-Saclay, et d'ailleurs on est en concurrence avec Oxford, et on leur est passé devant sur tel critère au classement de Shanghai. Nous, les chercheurs de Paris-Saclay, enfin, et d'ailleurs, sans aller chercher ça, finalement, nos croyances individuelles, il y en a certaines dont on voit bien à quel point elles résistent à l'épreuve de la rationalité. Quand on est amoureux de quelqu'un, ou quand on regarde nos enfants, et qu'on les trouve hyper beaux, et vraiment incroyablement beaux, on a une voix qui nous dit tu sais bien que c'est une projection. Ils sont pas plus beaux ni plus moches. Déjà, la beauté, c'est subjectif. Si tu vivais dans un autre, si t'étais pygmée ou papou, tu les trouverais pas beaux. Et même là, même par rapport aux critères en plus qui sont définis par l'arbitraire d'une culture à laquelle t'appartiens, cette personne que tu aimes, elle est loin de correspondre à tous les canons. Enfin, je veux dire, elle est pas sublime, quoi. Au mieux. Donc, si tu la trouves sublime, c'est en fait ton regard. Sauf que on a beau se dire ça, c'est pas pour autant que ça tient pas. Ça continue à tenir. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre amoureux, on continue à trouver extraordinaire de pouvoir toucher cette peau, ce corps-là, tellement il est beau. Ça tient. Et notre rapport au symbolique est tel qu'il continue à tenir en dépit de tout. Hein, tiens, attends, juste, il faut que j'aille faire... On reprend dans 2 secondes, parce qu'il y a un lapin qui est en train de grignoter le câble du projecteur. Ah je t'en prie, mais je garde ce moment quand même. Bah, oui, évidemment. C'était un peu fait exprès. Est-ce que je peux me permettre une petite incursion? Attends, je vais perdre le fil peut-être. Non, si, vas-y. Depuis le début de notre échange, j'ai l'impression qu'en fait on interroge une certaine porosité, un endroit où le réel, l'irréel, le conscient, l'inconscient, l'autre, soi, le monde, il y a quelque chose à cet endroit-là. Et toi, j'ai l'impression que ce que tu aimes par-dessus tout, c'est vraiment te situer à cet endroit-là. Mais il me semble que dans ce que tu évoquais tout à l'heure avec les clous, le capitaine... moi, j'avais tout à fait l'image, mais j'ai pas le mot. En fait, pour pouvoir se positionner dans cet endroit d'entre-deux, il faut qu'il y ait les deux. Voilà. Et je me demandais dans quelle mesure tu étais familier du travail de René Girard autour du bouc émissaire, la théorie du bouc émissaire et tout ça, parce que il me semble que dans l'exemple que tu donnais, il y avait dans l'échange entre Macron et le président algérien, il y a cette histoire de
chercher sa dignité au prix de l'indignité d'autres personnes. Et en fait, j'ai l'impression que ce que je dirais, moi, de ma petite lucarne, c'est que les récits collectifs tiennent à l'endroit où il y a des angles morts et à l'endroit où on peut se préserver justement de cet entre-deux qui te fait tant frémir. Voilà, c'est mon petit apport de milieu. Mais je te laisse reprendre ton fil. Non, mais c'est pas un petit apport. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis tout à fait d'accord avec le fait que Girard a approché à sa manière et dit des choses vachement intéressantes là-dessus. Et ces angles morts, cette fabrication de l'angle mort par un récit, c'est aussi tout aussi bien la fabrication du monstre. C'est pas pour rien qu'on a appelé notre chaîne YouTube Démonstrer. Mais pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est là aussi où tu vas, enfin, quand je te disais, à certains moments, on a l'impression vraiment qu'on est en train de mettre le doigt sur un truc qui peut permettre de changer de paradigme et de résoudre énormément de questions théoriques très brûlantes actuelles des sciences humaines. Et donc, on a l'impression que c'est fantastique, on est ivre de ça. Et puis, à d'autres moments, on se dit, mais il y a tout déjà chez plein de nos devanciers. Déjà, chez plein qu'on arrive à repérer. Alors, c'est pour pas parler de ceux qu'on n'arrive pas à repérer, parce que on a une culture qui est évidemment complètement lacunaire. Donc, bon, oui, bien sûr, d'une certaine façon, Girard dit déjà des choses comme ça, tout à fait. Et il n'est pas le seul. Mais bref, bon. Je continue à tirer sur le fil sur lequel j'étais en train de tirer. Si on se demande ce que sont ces points de densité, qu'est-ce qui va permettre à un récit de tenir pour l'individu? Je pense que là, ce qui vient jouer très fortement, c'est évidemment l'autre, le rapport à l'autre, la communion, et que la place du corps est centrale dans ce rapport à l'autre. Et c'est là qu'on se retrouve à interroger finalement, non pas du tout l'ensemble des pratiques humaines comme dérivant de la sexualité, mais plutôt, commençons par interroger du coup, par se demander, mais tiens, qu'est-ce que la sexualité au fait? La sexualité humaine, comme champ imaginaire et symbolique, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? Parce que, pourquoi c'est aussi central d'ailleurs? Alors, sur un plan biologique, on comprend. En effet, ce qui est sélectionné chez une espèce, c'est la faculté à se reproduire. Donc, bien avant la survie. Hein. D'ailleurs, chez un certain nombre d'espèces, se reproduire va passer par le fait de ne pas survivre. C'est plus important de se reproduire, c'est ça qui est sélectionné. Ok. Mais par exemple, une des questions qui nous a agité récemment et sur laquelle on va aussi écrire, mais que je lâche volontiers à ceux qui ont envie de s'en emparer, justement aussi pour ça d'ailleurs, parce que c'est pas de nos idées, c'est les idées qui nous traversent actuellement, mais qui sont la synthèse de tellement de choses. Bon, pas de propriété là-dessus. Si d'autres les écrivent, tant mieux. On les écrira aussi à notre manière, ce sera pas la même, c'est pas grave. Mais donc, une des questions qui nous ont agités ces derniers temps, c'est, au fait, pourquoi on n'est pas des bonobos? Pourquoi on fait pas comme les bonobos? Les bonobos utilisent la sexualité. Ce que je veux dire par utiliser la sexualité, biologiquement, nous sommes dotés par l'évolution d'un centre dans le système nerveux central, d'un centre de plaisir qui relâche les hormones qui provoquent des très forts sentiments de plaisir. Que ce centre est relié à nos organes génitaux et que du coup il y a une jouissance très forte. Et du coup, il y a aussi une tension très forte, l'excitation sexuelle, c'est une tension très forte, et il y a le relâchement de cette tension est une décharge très grande de jouissance physique et pas physique, psychique aussi. Mais de toute façon, je crois pas en l'âme immatérielle, donc tout ce qui est psychique et physique. Enfin, bref. Il y a un mécanisme similaire pour l'alimentation. Qui d'ailleurs emprunte à peu près les mêmes relais cérébraux, hein. C'est pas étanche finalement, c'est pas comme si ces deux pulsions étaient totalement étanches, mais c'est quand même pas tout à fait les mêmes circuits, c'est un plaisir un peu moins intense, mais bon, on comprend l'intérêt de ce mécanisme, hein, évidemment. Si ce qui est sélectionné, c'est la faculté à se reproduire, et pour se reproduire quand même survivre le plus longtemps possible, on comprend très bien pourquoi, grosso modo, baiser et bouffer, ce soit aussi stimulant pour la bestiole en question. Jusque-là, ok. Bon, les bonobos utilisent ce canal, cette ressource fournie par la biologie, pour autre chose que la reproduction. Ils l'utilisent comme moyen de sociabilité constant et universel. C'est-à-dire que dès que dans un groupe de bonobos, il y a deux individus qui sont en conflit, qui
qu'une tension surgit entre eux. La manière de l'apaiser, c'est qu'ils vont se papouiller sur les parties génitales, et ça va aller mieux. Intuitivement, on comprend assez bien pourquoi ça va mieux après. Enfin, finalement, c'est quand même très pratique pour apaiser les tensions. Enfin, bon. Si on se comportait comme les bonobos, il y aurait peut-être plein d'inconvénients, hein, mais on voit aussi les avantages qu'il y aurait. Enfin, peut-être beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de conflits. Enfin, finalement, un outil assez pratique. Et puis, a priori, on voit pas d'obstacle fondamental à ce que ça se produise. Or, à notre connaissance, c'est-à-dire de ce que moi je peux apercevoir de ce que j'ai lu des travaux anthropologiques et ethnographiques, mais j'ai pas non plus tout lu. Mais enfin, il me semble qu'à notre connaissance, aucune société, alors toutes les sociétés ont de la bonoboisation à certains endroits, c'est-à-dire que finalement, malgré tout, en dépit de la manière très stricte dont toujours les lois encadrent la sexualité dans toutes les sociétés, il y a des lieux où quelque chose d'une autre sexualité va être permise, va être à l'œuvre. Mais justement, là où c'est pas bonobo, c'est que ces lieux vont quand même être codifiés, ritualisés. Enfin, c'est pas juste le truc n'importe quand, deux individus qui sont en conflit se papouillent et tout va mieux. Ça va être quand même rigoureusement délimité, les endroits où ça va pouvoir se produire. Grosso modo, toutes les sociétés partouzes, mais quand même délimitent l'endroit où elles partouzent. C'est pas... Bon. Et en fait, l'équivalent de ça, ce que visiblement à peu près toutes les sociétés humaines ont choisi comme circuit biologique pour se raconter, pour apaiser les tensions, ou se raconter la continuité ou l'appartenance au groupe de manière constante et indifférenciée, quels que soient les individus qui sont en jeu, c'est l'autre circuit pulsionnel privilégié, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, manger ensemble, boire ensemble, c'est un des éléments absolument fondateurs par lequel deux individus se racontent qu'ils font corps, qu'ils font groupe. Le calumet de la paix, et même souvent d'ailleurs boire à la même coupe, fumer à la même pipe, manger au même plat, mettre en jeu même au moins imaginairement la continuité des corps en le faisant. La sexualité, dans toutes les sociétés à notre connaissance, est l'occasion de mettre en jeu aussi des significations symboliques et imaginaires, mais qui vont être réservées à un espace particulier. Pas toujours l'espace conjugal d'ailleurs, ça peut être plus complexe, mais c'est un espace particulier. La plupart du temps, ça va quand même plutôt être l'alimentation qui va être... on va manger ensemble pour être des copains, on va rompre le pain ensemble, pour communier à l'église, on va boire le sang du Christ et on va manger son corps, se figurer imaginairement ce cannibalisme-là, mais on va pas baiser ensemble, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va communier. Alors, dès lors qu'on le prend comme ça, on s'aperçoit justement à quel point, y compris le regard sur la sexualité, n'est plus tout le même. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la pulsion sexuelle n'est précisément pas une pulsion biologique. C'est-à-dire, il existe une pulsion biologique, mais finalement, elle est elle-même mise au service de quelque chose d'autre, qui serait toujours dans cette nécessité, au fond, de mettre à l'œuvre un récit par lequel se vit une continuité entre les individus, la nécessité d'en passer aussi par le corps, et d'en passer par le corps de cette manière-là dans certains champs. Et dans d'autres champs, ce serait notamment l'alimentation. Mais pas que. Parce que dans notre interprétation, du coup, ce que ça soulève, c'est que finalement, dans ce jeu des postures, dont on a déjà beaucoup parlé dans l'acte 2 notamment, ce jeu par lequel, de manière assez notable, dans le fonctionnement typique, finalement, les individus s'astreignent à tenir des postures corporelles qui correspondent au groupe auquel ils s'identifient. Enfin, le fait que même en se grattant la tête, ils se grattent la tête
comme un vrai mec, comme une femme, enfin voilà, et où constamment il y a une mise en œuvre du corps dans la communication entre individus. Rappelons quand même que la communication non verbale est sans doute en volume beaucoup plus importante encore que la communication verbale. Et donc, et que dans la mise en œuvre du corps, il y a quelque chose d'une appropriation, d'une incarnation de modèles garantis par le fait de tenir des postures. Bon. Dans la manière de passer la voix, dans les gestes qui vont être accomplis, etc. Cette sorte de ballet minutieusement réglé qui descend jusqu'au tout petit geste. Et en fait, si on regarde dans les communautés tribales ou dans les sociétés traditionnelles, il est très évident que tous les processus de communion mettent énormément en jeu le corps de façon très explicite, de façon très nette, très marquée. On danse autour du feu, on psalmodie ensemble, on chante ensemble. C'est très très important. Cette continuité qui passe par le corps, qui met le corps à un endroit central, est-ce qu'elle n'est pas aussi constamment à l'œuvre dans notre société moderne, de manière moins visible, moins apparente, parce que déniée par le récit, mais est-ce qu'elle n'est pas un des enjeux fondamentaux de toute interaction entre êtres humains? Et si c'est ça, ça veut dire qu'il y a bien une continuité entre la sexualité et tout le reste. Non pas une continuité parce que tout le reste serait du sexuel sublimé, mais une continuité parce que finalement, ce qui se vit dans le sexuel, c'est-à-dire l'engagement du corps pour mettre en œuvre un certain nombre de fictions fondamentales, dont l'enjeu est vital pour chacun des protagonistes, ce qui se vit là est aussi ce qui se vit partout ailleurs selon des modalités différentes. Et en ce sens-là, le corps est toujours présent. Et c'est là que ce terme d'érotisation m'intéresse, parce que, y compris même si on revient à la douance, une des souffrances des surdoués, c'est de se sentir constamment obscène, dans un sens qui est aussi du coup sexuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on admet que finalement ce qui va faire tenir un récit pour nous, ce sont ces moments de communion avec l'autre dans lesquels le corps est engagé. Le corps est engagé aussi dans sa dimension de désir, dans sa dimension de plaisir, dans sa dimension pulsionnelle. Alors, la différence entre un typique et un surdoué, c'est pas que le surdoué est plus pulsionnel. La différence, c'est que le caractère pulsionnel va se voir chez le surdoué. Alors que dans la communion typique, ça ne va pas se voir comme pulsion, ne serait-ce que parce que, y compris la pulsion ne va pas avoir besoin d'être très intense, puisqu'en fait elle est constante. Ça va être un investissement pulsionnel constant, mais du coup de faible intensité, sauf dans certains espaces particuliers. La sexualité en fait partie, le stade de foot, etc. La fête, l'endroit où il peut y avoir une décharge pulsionnelle très forte, et c'est pas grave, c'est normal. Sinon, partout ailleurs, les individus vont s'emmerder, donc en apparence, leur libido n'est pas là. En fait, si. Mais comme elle est soutenue, comme la communion est très forte finalement, elle n'a pas besoin d'être très intense pour chacun, puisqu'on est soutenu par tout le groupe. Parce qu'au fond, finalement, ce qui fait tenir une histoire, c'est bien le fait qu'on y croit ensemble. Je veux dire, quand on était gamin et qu'on jouait au foot, à 3 contre 4 dans un terrain vague, en mettant des pulls pour faire les buts, ce qui nous permettait de croire qu'on était dans un stade avec des dizaines de milliers de personnes qui criaient notre nom, c'est qu'au moins on était 3 gugus à y croire. Et qu'au moment où on marquait le but, d'abord les 4 d'en face, ils étaient défaits, et nous, les 3, on se prenait dans les bras comme des fous. En fait, c'est parce qu'on est plusieurs à croire au Playmobil que le Playmobil, il prend sa dimension. On a besoin d'être plusieurs pour croire à l'objet, et on le fait exister. Ce qui se passe sur un plateau de théâtre, ça n'est rien d'autre. Quand les comédiens arrivent suffisamment à y croire, le public se met à y croire. Et tout d'un coup, on se retrouve tous à croire que le tapis qu'on voit là, en fait, c'est un vaisseau spatial, ou n'importe quoi d'autre. Le château d'Elseneur au Danemark. Et
Et donc, le surdoué, lui, comme il a beaucoup moins de partenaires de jeu, de croyances, il a besoin de beaucoup plus d'intensité. Donc, le caractère pulsionnel de ce qu'il est en train de faire va se voir. Il a besoin, y compris dans le corps, il a besoin d'y mettre des affects, des désirs très forts, il a besoin de relier ça. Bon. Donc, le caractère érotique, non pas dans un sens sexuel, mais dans le sens où le désir et la manière dont le désir met toujours en jeu le corps est aussi bien au fondement de la sexualité que de toutes nos autres pratiques, ce caractère érotique va être très fortement visible. Or, dans la construction de notre socialité, ce déchaînement pulsionnel, quand il ne s'exerce pas dans quelques lieux où il est autorisé, je parlais du stade de foot, il est vu comme de l'indécence, il est vu comme de l'éruption de sexualité. Donc en plus, le surdoué, il est regardé constamment comme celui, grosso modo, qui vient mettre de l'intime, du sexuel, là où il n'y avait pas à en mettre, comme l'impudique, comme l'incestueux, comme voilà, l'obscène. Au fond, dans cette lecture en plus de la sexualité infantile, qui hérite beaucoup des tâtonnements freudiens, mais aussi de ses erreurs, enfin, ou des limites de, enfin, je veux dire, c'est pas, il est arrivé à la fin du 19e siècle, hein, où finalement, l'enfant n'aurait pas encore appris la limite, précisément, il met sa sexualité infantile partout, parce que il est encore ce pervers polymorphe dans l'impudeur, etc. Et bon, au bout d'un moment, on apprend à être propre, on apprend à faire les choses au bon endroit et à bannir de l'ensemble de l'existence tout ce qui est de l'ordre de la pulsion. En fait, dans notre lecture, pas du tout. La pulsion est constamment à l'œuvre, elle aussi, parce qu'elle est un relais fondamental pour que puissent tenir les récits. Voilà. J'ai répondu qu'à une seule de tes 3 questions, mais... Ben, merci. Non, mais merci pour cette réponse. C'est passionnant. Vraiment, là, tu m'as emmené avec toi dans ce que vous avez défriché sur ce qui est à venir. Et merci pour ça. C'est très parlant. Je me suis reconnu dans plein de moments. Et puis même quand je me reconnais pas, de toute façon, justement, cette intensité qui peut paraître déplacée parce que pas positionnée à un endroit codifié, en fait, finalement. Ouais, voilà. Je pense que ça a parlé à beaucoup de gens qui nous regarderont. Donc, merci pour cet apport-là et puis pour tout ce qui s'est passé avant, évidemment. J'ai tendance à me dire, avec mes mots un petit peu plus simplement que ça, que l'attention, c'est le pouvoir qu'on a de densifier le réel. C'est un petit peu comme ça que je me le dis moi. Et donc, ça m'a fait réagir par rapport à ce que tu disais juste avant, quand on était 3 à y croire, etc. C'est-à-dire que à un moment donné, si on adhère à un récit collectif, on va poser notre attention à un endroit où c'est déjà solide. Donc déjà, on va être rassuré par cette solidité. Et d'autre part, on n'aura même pas la responsabilité de là où on porte notre attention. Donc en plus de ça, on délègue une partie de notre souveraineté, mais avec plaisir, presque comme un sac à dos, sans vraiment le savoir. Je sais pas, est-ce que ça t'évoque des choses que je le mette avec ces mots-là? Ouais, si. Enfin, je suis absolument d'accord avec toi. C'est une manière de le dire qui me paraît tout à fait pertinente. Me venait aussi l'idée, disons, la place de l'autre, elle est cruciale et nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'elle est constante. C'est-à-dire que, précisément, le moment où on va pouvoir tout seul continuer à faire tenir la croyance, c'est parce que l'autre a été suffisamment introjecté. C'est suffisamment fort pour que ça tienne tout seul, d'une certaine manière. Mais en même temps, si toutes les sociétés organisent régulièrement des communions, c'est bien parce que ça peut pas tenir tout seul trop longtemps. Il faut réalimenter en communion effective où l'autre est engagé dans son corps, où on est engagé. Voilà, il faut que ça se ressoude, il faut que ça se refonde. Sans quoi d'ailleurs il n'y aurait pas autant d'applications de chacun à jouer son rôle dans les cérémonies sociales qui se déroulent tous les jours et qui sont incroyablement ritualisées. Et du coup, tu vois, c'est là où on revient au bateau pirate. Est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est en équipage? C'est que
bien sûr, celui qui questionnait, là, qui est violoncelliste dans un orchestre, évidemment, il peut se soutenir de quelques autres. Bon, de Bach, de Beethoven, de Brahms. Enfin, je l'ai déjà dit, n'avoir quand même que des copains morts, ce qui est le destin d'un certain nombre de surdoués, c'est rude, parce que la communion, elle passe aussi par le corps, parce qu'in fine, quand même, le moment où vraiment on joue de la musique avec quelqu'un d'autre, je parle là de quelque chose de particulier. C'est-à-dire, je parle pas de ce qui se passe à chaque fois qu'il y a deux musiciens ou deux ou plus de musiciens qui sont en train de jouer de leur instrument et de jouer une partition et que ça tient, et que ça, c'est pas forcément de la musique. Revenons à là. D'où vient la musique? Au départ, dans toutes les sociétés, elle est d'abord un élément rituel qui nous met en communion, non seulement tout le groupe entre nous, mais aussi en communion avec les esprits ou avec les divinités. Le percussionniste vaudou, il a charge de faire entrer les individus en la transe, dans le royaume des morts, dans le royaume des esprits, des ancêtres. Et lui, il se tient sur le seuil. Il a un pied dedans, un pied dehors. Et il est le passeur. C'est ça un musicien. Il n'y a musique que quand il y a cela. Et c'est un athée rationaliste qui te parle. Enfin, je veux dire, je crois être athée, je crois être rationaliste. Une part de mon inconscient sans doute est très mystique et très bon, voilà. Mais globalement, ma position actuelle, quitte à ce que je m'aperçoive dans quelques années ou post-mortem à quel point je me suis planté, on verra bien. Bon, c'est pas grave. Ce sera drôle d'ailleurs, ce sera super de m'apercevoir que je me suis planté. Enfin, bon, donc tout ça pour dire que le lieu d'où je parle, c'est pas parce que je déplorerais l'affaiblissement des religions, mais enfin, retenons quand même cette dimension sacrée de la musique. Il y a musique, le percussionniste vaudou joue de la musique quand il est en fait lui-même traversé par quelque chose de beaucoup plus puissant que lui et qu'il embarque grâce à ça l'ensemble de la communauté. Ça arrive parfois. Un vrai musicien l'a déjà vécu parfois. Ce moment où, dans l'échange qu'il a avec les quelques autres musiciens avec lesquels il joue, il peut plus savoir est-ce qu'il est question de lui, est-ce qu'il est question des autres, est-ce qu'il est question de Bach ou de Coltrane ou d'où vient l'impulsion, qu'est-ce qui s'échange là? Il y a un moment où ça circule à un tel degré de finesse que voilà, c'est the flow comme disent les Américains. Il y a un flux. Ils sont dans le courant et il y a quelque chose qui les traverse, qui vient tout aussi bien des profondeurs de leurs entrailles à eux singulières que des entrailles des autres et peut-être même d'au-dessus. Enfin, bref. Et quand la musique est cela, l'auditeur le sent aussi. Il entre dans la danse. Même des salles de concert guindées. Vraiment remplis de notables qui viennent. Je les ai vus quand même s'arrêter de respirer à certains moments parce qu'il se passait un truc. Voilà. On sent tout à coup que la salle entière. D'un coup, il n'y a plus un bruissement. Il y a quelque chose de tellement incroyable qui est en train de se passer. Voilà. C'est des minutes. Bon, c'est très rare. Mais c'est là qu'il y a musique. C'est là seulement qu'il y a musique. Finalement, toutes les choses essentielles adviennent, nous prennent par surprise et adviennent parfois. C'est pour ça que musicien, c'est pas un métier. Psychanalyste non plus, c'est pas un métier. Prof, c'est pas un métier. Parfois, je sortais d'un cours en me disant, tiens, aujourd'hui, j'ai été prof et ils ont été élèves. Je veux dire, aujourd'hui, il s'est passé entre nous quelque chose. Vraiment. Pas une blague, pas un simulacre où je fais un cours, grand A, grand 1, petit A, etc. Ils ont noté. Mais non, c'est une blague, ça, c'est un simulacre, c'est une farce. La plupart du temps, c'est une farce. Puis parfois, il y a une vraie transmission, il y a un truc, il y a un échange d'ailleurs. Qu'est-ce qui se transmet entre qui et qui est le destinataire, mais en tout cas, quelque chose a circulé, vraiment. On a vécu un moment super fort, tiens. Et on peut se dire, parce que ce moment a existé aussi parce que la dissymétrie du dispositif a permis, voilà, on était à cette place-là, on était à la place du prof, par exemple. Et on peut se dire, tiens, là, j'ai été prof. À cet instant-là, j'ai été prof. Psychanalyste, c'est pareil. On passe le plus clair de son temps à essayer de l'être, puis parfois,
il se trouve que tout un tas de choses, y compris c'est l'autre aussi qui nous met à cet endroit où tiens, on peut se dire, ah, tiens, là, cette séance-là, j'ai été analyste. Tout le reste, c'est une blague. Tout le reste, c'est des postures. J'ai un divan, je suis dans un fauteuil en face de moi, j'ai le portrait de Freud derrière, et je place ma voix, je joue au sphinx. Tout ça, c'est une vaste blague. C'est comme je suis prof, donc je m'abonne à Télérama et ma bagnole, c'est une Renault. Enfin, et je vais voir des films d'intellectuels de gauche parce que je suis prof. Enfin, et donc, évidemment que cet auditeur, musicien, violoncelliste, qu'est-ce que c'est beau le violoncelle. Évidemment que quand il est en train de jouer les suites de Bach, il y a des moments où, même seul avec sa partition, avec cet instrument qui est redoutable, enfin, il y a, bon, tout d'un coup quand même, voilà, en fait, il est en train de tenir Bach dans ses bras, ou d'être dans les bras de Bach, quelque chose comme ça. Mais c'est rude quand même, il va bien falloir aussi, pour pouvoir soutenir ça quand même, qu'il puisse aussi en avoir d'autres avec lesquels d'ailleurs, si ça se trouve, c'est même pas en jouant de la musique. Parce qu'au fond, la musique n'est de la musique que quand elle parle d'autre chose. C'est toujours ça. Et finalement, ce dont la musique parle, tellement d'autres choses peuvent en parler. Enfin, Merci pour ça. Il a été mis à l'honneur avec sa question. Je pense qu'il a été vraiment soutenu et qu'il se fera un plaisir parce que j'ai pas pu citer toutes les questions qui m'ont été posées, bien évidemment. J'avais également envie de te poser cette question-là. Est-ce que dans les derniers temps qui sont passés, en étant juste dans l'idée de partager avec les spectateurs qui seront attirés par le sujet de la douance, est-ce que tu aurais des choses à nous partager en termes de livres récents, de films récents, etc. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, en termes de bouquins, il y a une lecture quand même qui est, je trouve, absolument fabuleuse ces dernières années. Moi, je suis pas d'accord avec tout, loin de là, mais je trouve que c'est hyper stimulant et c'est d'une richesse théorique et d'un souffle comme il y en a quand même très rarement. C'est le bouquin de David Graeber, La dette, 5000 ans d'histoire. Vraiment, c'est... Alors, d'ailleurs, bon, il est mort cette année. Enfin, j'en ai été affecté parce que c'est vraiment un gars que j'aurais adoré rencontrer, je crois, de ce que j'ai pu deviner entre les lignes de qui il était. Sort ce mois-ci un bouquin de lui posthume, coécrit avec un archéologue que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu et qui apparemment revisite le récit. David Graeber, c'était donc un anthropologue et c'est aussi lui qui a écrit un bouquin sur les bullshit jobs qui est très chouette, son bouquin sur les bullshit jobs, mais bon, enfin, La dette, 5000 ans d'histoire, c'est vraiment un truc d'un calibre et donc dans son dernier, apparemment, il vise à dynamiter tout le récit de la civilisation qui est fait depuis les Lumières. Bon, enfin voilà, disons que entre Graeber, entre Sapiens d'Harari, où il y a grosso modo une idée qui est même pas si neuve que ça, qui est déroulée sur 200 ou 300 pages de manière habile, enfin, ça casse quand même pas trois pattes à un canard, et Graeber, où il y a à peu près 3 idées par phrase, voilà, le plaisir est pas le même. C'est un bonheur de se plonger dans le bouquin de Graeber. Et c'est pas dur à lire. Enfin, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études universitaires en sciences humaines, s'accrocher un peu, mais justement, Graeber, c'était pas simplement un universitaire, c'était un militant, c'était un universitaire extrêmement reconnu, machin, un chercheur de volley, mais c'était aussi c'est un des leaders du mouvement Occupy Wall Street. Enfin, il essayait vraiment d'écrire pour tout le monde et ça se sent dans un geste d'écriture qu'on essaye d'avoir aussi, c'est-à-dire
comment faire pour garder le raisonnement dans sa finesse et dans sa complexité, et en même temps pour jargonner le moins possible, pour que n'importe quel lecteur motivé puisse y avoir accès, même s'il faut, ok, c'est pas une lecture de plage, mais c'est pas grave. C'est pas une lecture codée non plus. Voilà, c'est le bouquin qui me vient en tête. Après, il y en a plein d'autres, mais de films. Pour les Parisiens, désolé, non, pour tout le monde. Il se trouve juste que ressortent en salle 2 films de Naruse, cinéaste japonais des années 50, 60. Et bon, pour tout le monde d'ailleurs maintenant, un cinéaste comme lui, on peut y avoir accès par Internet. C'est d'une beauté à couper le souffle pour moi, le cinéma de Naruse. C'est très japonais, c'est-à-dire que c'est cette manière très japonaise. Eux, ils savent faire ça dans leur culture. Nous, on sait pas. Ils savent faire un film entier ou un roman entier de 300 pages où dans l'intrigue, il se passe apparemment rien. Enfin, il y a vraiment des romans japonais magnifiques où sur 300 pages, il y a juste un mec qui descend dans un hôtel, il en rencontre un autre au bar, ils deviennent copains, puis voilà. Et en fait, là où ils ont un art incroyable, c'est que normalement, ça devrait être hyper chiant. Enfin, on devrait se dire, oh putain, et tout de suite aller voir Game of Thrones, qui est vachement bien par ailleurs comme série. Je me suis régalé. Mais non, eux, ils arrivent à ce que ce soit léger et pas chiant. Enfin, de toute façon, dans leur culture, ils ont quand même réussi à faire que ça puisse être l'œuvre d'une vie que de savoir faire le thé ou composer un bouquet de fleurs. Ce sont des arts à part entière. Et il y a des maîtres du bouquet de fleurs. Ça, c'est bien vu dans la folie humaine, poussé dans une certaine direction, qui est la direction de la culture japonaise. Bref, le cinéma de Naruse, c'est inracontable. Ce sont des histoires en apparence très simples, des histoires de vie quotidienne, de ce Japon des années 50-60 qui est à un pied encore dans une ruralité très traditionnelle et un autre pied dans une modernité qui est en train de déferler. Et en même temps, il a une telle sensualité dans sa manière de filmer les choses, une telle profondeur que rien que le moment où une femme revient, se déchausse, rentre dans sa maison et justement va préparer le thé. En fait, ça raconte un nombre de trucs incroyables et c'est totalement envoûtant. Voilà. Et voilà, cette partie est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que ta curiosité sera suffisamment stimulée pour aller voir la partie suivante. Salut!